Ah d'accord. On va continuer cette journée, notamment par une mise en perspective internationale. On a la chance aujourd'hui et l'honneur de recevoir deux personnes qui vont s'introduire tour à tour. Et donc on va leur laisser le temps de se présenter et de nous raconter ce qu'ils ont à nous dire. Et puis après, sur un format de 15 minutes chacun. Et puis ensuite, on aura 10 minutes entre la salle et eux pour avoir des questions et un échange. Je vais commencer par Madame Platini, qui, quand on recherche sur le web, on voit des lettres, et puis on se dit, bon, qu'est-ce que le CDE? Et puis on voit également pas mal de publications. Donc notamment, j'ai lu une histoire sur des robots et en quoi est-ce que l'automatisation de certaines tâches devrait créer, changer, transformer ou supprimer des emplois. Et ensuite, monsieur Gilles Pabinet, qui, je ne crois même pas qu'on ait besoin forcément de l'introduire, mais donc serial entrepreneur, je crois 9 à son actif, qui sera là pour nous expliquer notamment ses relations avec la Commission européenne sur des enjeux de numérique et de compétences. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser la parole pour vous présenter, puis ensuite on essaiera de timer pour que le public ait un petit peu d'interaction avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. J'étais déjà là ce matin dans des discussions très très intéressantes. À l'OCDE, je gère une équipe qui travaille sur les compétences. Donc tout ce qu'on fait, c'est en gros regarder les changements dans les besoins de compétences, notamment par exemple les changements qui sont causés par la technologie, le vieillissement de la population et d'autres phénomènes. Et après de regarder comment on peut y faire face. Et donc politique pour faire face à ces changements. Et je vais essayer aujourd'hui, justement, d'aborder le sujet. Ça, c'est une... voilà. C'est un peu nos publications. Donc, on a effectivement beaucoup de travail sur la formation des adultes qu'on a publié au début de cette année. Aussi, une mise en perspective internationale des différents pays sur une dashboard qui s'appelle Priorities for Adult Learning et plein d'autres publications sous le titre de Getting Skills Right. Donc, si vous cherchez Getting Skills Right, vous aurez en effet toute une série de travaux à ce sujet. Alors, je vais essayer de faire un peu le point sur les changements dans l'emploi à l'ère du numérique, donc de vous parler un peu des changements dans les besoins et comment on pourrait tirer profit des nouvelles technologies dans l'apprentissage des adultes. Alors, en premier, donc on sait très bien que la révolution numérique a des répercussions importantes sur l'emploi. Le chômage technologique massif, en effet, est peu probable, on estime, mais on considère que beaucoup d'emplois changeront et que les transitions donc, vont être difficiles. On l'a abordé aujourd'hui, donc le thème des transitions, le thème de la reconnaissance pour faciliter la mobilité et les transitions. Donc nous, on estime que ces transitions vont être de plus en plus fréquentes, mais aussi difficiles pour certains. Donc on sait que, comme je disais, on n'est pas selon nous, on ne fera pas face à une destruction massive d'emplois. On a déjà vu sur les dernières 3 décennies plutôt une croissance de l'emploi, mais il y a eu beaucoup de changements structurels. Il y a eu une diminution de la part de l'industrie dans l'emploi, une augmentation par exemple des services. Mais ce qui change beaucoup, c'est le contenu des emplois. Donc ça change avec l'adoption des nouvelles technologies. On sait que les robots deviennent de plus en plus fréquents dans les entreprises. Alors ce n'est pas que les robots. Quand on parle d'automation, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de toutes sortes de technologies, même si souvent on fait référence au robot, l'idée du robot humain, de forme humaine qui remplace la personne.
Et ce qu'on estime, c'est qu'en fait, il y a une partie, pas tout à fait petite, mais plus petite que d'autres avaient estimé, de 14% d'emplois qui sont vraiment à risque, parce que la majorité des tâches qui sont accomplies dans ces emplois, effectivement, sont facilement automatisables. Mais après, il y a encore un tiers d'emplois où ces tâches qui sont facilement automatisables sont fréquentes et considérables. Ce qui veut dire que les gens qui occupent ces emplois vont devoir apprendre à travailler avec des nouvelles technologies, avec des méthodes différentes, et parfois ils acquériront de nouvelles tâches à faire parce que d'autres ont été automatisées. Et en plus, on voit aussi une augmentation de la part des emplois très qualifiés, qui a augmenté effectivement de à peu près 25%. Alors, peu d'adultes sont prêts face à ces changements, c'est ce qu'on estime. Donc, on voit que beaucoup d'adultes n'ont pas les compétences nécessaires pour le niveau d'emploi, donc ce 25% d'augmentation d'emplois très qualifiés. En effet, là, je vous fais l'exemple des compétences en résolution de problèmes dans un milieu digital, mais je pourrais vous donner des chiffres sur la numératie, la littératie. Il y a beaucoup de gens qui ont des niveaux très basiques, sinon moins que basiques, malgré le fait qu'ils sont dans l'emploi. Donc ça va, ça a été jusqu'à maintenant, mais faisant face à tous ces changements, le besoin de formation devient de plus en plus important. Donc ils n'ont pas forcément les connaissances de base pour la formation continue. Alors, pour préparer, les systèmes d'apprentissage ne sont pas forcément prêts. On sait que seulement 40% des adultes participent à la formation continue et des fois, ce n'est pas beaucoup d'heures. Donc, ce n'est pas beaucoup d'heures par an. Et en plus, on sait qu'il y a des différences énormes. Donc, en effet, ceux qui participent sont souvent les plus qualifiés. Donc, il y a des différences gigantesques. Par exemple, il y a en moyenne 60% des adultes très qualifiés qui participent à la formation et 20% des peu qualifiés. Et là, il y a plein d'autres différences qui sont montrées sur le graphique. Alors, tirer profit des nouvelles technologies dans ce contexte pour améliorer la formation professionnelle peut passer par des différentes disons, volets. Donc ça peut effectivement aider à augmenter la participation et l'inclusion dans la formation, l'adéquation avec les besoins du marché du travail et aussi l'impact et la flexibilité de la formation. Alors les outils numériques, malgré tout, donc, sont effectivement, on sait qu'une des barrières fondamentales à la participation dans la formation, c'est le temps, donc le manque de temps, c'est la première barre. Ça, c'est reporté par les adultes. Après, soit à cause de contraintes de travail ou à cause de contraintes familiales. Et après, on sait qu'il y a quand même encore 15% qui disent que effectivement la formation se tient à un endroit ou à un moment de la journée qui n'est pas convenable pour eux. Donc, effectivement, le numérique donne cette possibilité de avoir des formations comme l'e-learning, dont on a parlé ce matin, qui peut se faire à tout moment et pas dans les moments qui sont plus convenables. Le problème, c'est qu'il y a encore très peu d'accès. Donc, on parle effectivement encore d'une très petite utilisation des formations en ligne et en plus d'une utilisation très souvent par les très qualifiés. Donc effectivement, ça a tendance à augmenter les différences plutôt que de les réduire. Alors il y a quand même des éléments intéressants, des exemples intéressants à niveau international pour augmenter, qui utilisent en particulier le moyen online pour la formation. Il y a un projet assez intéressant en Espagne qui s'appelle Aulamento. C'est une plateforme de formation, donc ils ont effectivement 150 formations, des tuteurs à distance. Il y a aussi la possibilité, il y a des centres où les gens qui n'ont pas accès au digital peuvent effectivement se rendre pour faire la formation directement dans le centre. Et il y a c'est fait avec des frais très bas et il y a une possibilité de certification.
qui est très importante. C'était le sujet de ce matin, je vais y revenir après. Il y a aussi des collaborations très étroites entre le gouvernement et certaines grandes plateformes de formation. Donc, par exemple, en Suède, ils collaborent avec Google, justement encore pour, en particulier pour les compétences numériques dans ce cas. Et il y a un certificat digital et le service est entièrement gratuit. Donc, dans ce cas, effectivement, un partenariat État-privé. Et après, donc c'est une plateforme sur laquelle on a travaillé nous aussi, avec Expertise France en France. Et donc ça couvre 4 pays. Et là, c'est particulièrement pour les jeunes. On peut, par exemple, faire une évaluation de ses compétences. Encore, c'est surtout pour l'instant les compétences digitales. Voir quels sont les métiers qui sont plus en demande, et donc en choisir un vers lequel on voudra s'orienter, et après faire la formation nécessaire pour arriver à ce métier, avec aussi des badges qui sont délivrés à la fin de la formation. Un autre élément très important, c'est que, comme je le disais avant, la formation n'est pas souvent en ligne avec les besoins du marché du travail. Donc là, je vous présente quelques données. Donc le graphique de gauche, vous voyez, c'est une comparaison entre les 3 enjeux stratégiques déclarés par les entreprises et les 3 sujets à plus haute fréquence des formations qu'elles délivrent. Et il y a très peu de correspondance. Donc en fait, dans beaucoup de cas, tout ce qui est violet, je crois, dans le graphique, oui, tout ce qui est violet, c'est très faible correspondance, pas de correspondance du tout. Donc effectivement, on voit que les entreprises forment, mais ne forment pas, même les entreprises même, nécessairement dans ce qui est important stratégiquement pour eux, et que beaucoup de formations, en fait, c'est la formation obligatoire, donc santé, sécurité au travail, c'est obligatoire de toute façon par la loi. Alors, il y a aussi un enjeu d'améliorer la qualité des formations. Là, c'est la perception de la qualité des formations par les individus. Et en fait, dans ce contexte, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour adapter mieux les formations aux besoins de l'entreprise et aux besoins de l'individu pour que la formation soit plus motivante et plus efficace. Donc, par exemple, on a aujourd'hui beaucoup d'exemples. Je pense que la personne d'IBM ce matin en a parlé un tout petit peu de MOOCs qui utilisent l'adaptive learning, l'apprentissage adapté, c'est-à-dire qu'on commence et après, quand on progresse dans le MOOC, on nous dirige vers des problèmes, des compétences qui nous manquent. Donc, selon la progression de la personne, ça s'adapte. Et donc, effectivement, ça permet de motiver mieux la personne, parce qu'il ne se retrouve pas devant un truc préparé et qui ne pourrait pas correspondre à ses besoins. Et aussi pour l'entreprise, parce que ça permet d'adapter. L'intelligence artificielle permet en général une meilleure adéquation parce qu'elle permet avec les big data de mieux comprendre les besoins de compétences de l'entreprise et les besoins de l'individu, donc les skill gaps de l'individu. Après, il y a effectivement pas mal d'utilisation en entreprise pour évaluer les capacités d'apprentissage, pour les formations sur le terrain. Le numérique est aussi un outil qu'on peut utiliser pour guider les choix des adultes. Donc un gros problème pour augmenter la participation de la formation, c'est beaucoup d'adultes. Et je ne parle pas seulement de ceux qui travaillent, mais il y a aussi des chômeurs qui sont peu qualifiés. Beaucoup d'entre eux ne voient pas l'intérêt. Donc, soit on ne lui propose pas de formation qui les motive suffisamment, et donc il ne trouve pas qu'il y a des formations auxquelles il voudra participer, soit effectivement il ne voit pas l'intérêt dans la formation en général. Donc c'est très important cet élément de motivation, de faire comprendre aux gens quels sont les risques s'ils ne se forment pas, et aussi de le diriger. Parce qu'en fait, si vous pensez à un jeune, déjà on ne fait pas très bien l'orientation pour les jeunes, mais au moins un jeune, le professeur a
quelques formes d'orientation à l'école. Mais si on est adulte et on se retrouve dans une situation difficile dans l'entreprise, on sent qu'on pourrait être viré, où est-ce qu'on va pour savoir en quoi se reformer et quelles sont les opportunités de travail qui sont ouvertes. Si on est chômeur, on peut aller au service public de l'emploi, qui parfois délivre ce service, mais en général, il n'y a pas d'orientation pour les adultes. Alors, beaucoup de pays ont utilisé le numérique, donc il y a les grandes plateformes d'information qui permettent à la personne déjà de voir quelles sont les compétences qu'ils ont sur la base de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Donc, il y a une sorte de self-evaluation. Et après, il y a la présentation de quelles sont les professions et les compétences en demandées dans leur zone de recherche, disons, qui peut être locale ou nationale selon leur mobilité. Et après, de voir aussi comment combler les besoins de compétences pour la transition à travers les formations, en listant, disons, les formations disponibles et dans les meilleures des plateformes aussi, avec une évaluation attachée à chacune des formations. Donc, une information sur la valeur de cette formation. Là, il y a quelques exemples. Là, il y a quelques exemples. Alors, il y a des limites quand même, ou des limites pour l'instant, des limites qu'il faut dépasser, qui ne sont pas indépassables. Donc, le premier, c'est la reconnaissance. Donc, effectivement, on en a parlé ce matin. Les badges numériques, c'est très intéressant comme façon de numériser une certification, aussi de délivrer des reconnaissances qui sont pour des blocs assez petits sur lesquels après on peut construire. Le problème, c'est est-ce qu'elles sont reconnues sur le marché du travail par tout le monde. Là, on a eu l'exemple d'IBM, on a l'exemple de Microsoft, mais après, est-ce que les badges numériques, est-ce qu'elles sont visibles à l'extérieur, est-ce qu'elles sont reconnues par les autres entreprises? Après, il y a des badges numériques délivrés par toutes sortes de fournisseurs. Comment s'assurer qu'il y a effectivement une vérification de la qualité derrière et donc une reconnaissance générale. Et le deuxième enjeu, et je vais terminer par ça, c'est effectivement l'inclusivité. Donc, comme je disais, jusqu'à maintenant, la formation en ligne, c'est quand même majoritaire pour les hauts qualifiés. Et donc, ça risque d'augmenter cette différence plutôt que de la réduire entre les très qualifiés et les peu qualifiés dans la formation. Parce qu'il faut des compétences digitales malgré tout pour pouvoir accéder à tous ces services en ligne. Je pense que c'est très important qu'il y ait toujours un accompagnement personnel. Là, par exemple, dans l'exemple que je vous avais donné de Aula Mentor, il y avait aussi un accompagnement adapté pour ceux qui ne savaient pas faire tout seuls. Il y a souvent des méthodes hybrides, donc je pense que j'avais envie d'en parler ce matin. Il y a eu une question sur l'importance du face-à-face par rapport à la formation en ligne. Et il y a effectivement des grosses boîtes de formation, comme General Assembly, qui reconnaissent que la formation e-learning n'est pas pour tout le monde et n'est pas, même pour ceux qui peuvent y accéder, n'est pas forcément la seule ou la plus efficace. Et donc, ils font du mélange entre une formation plus traditionnelle, dans le sens qu'il y a un formateur, une personne présente dans la salle, donc c'est plutôt cours traditionnel, et ce qui se fait en ligne. Et après, comme je disais, l'adaptive learning qui permet de s'adapter plus facilement aux besoins de la personne qui se forme. Un dernier, oui, j'ai encore doublé, j'ai encore un petit élément, mais c'est important parce qu'on parlait de certification. La reconnaissance, pour la reconnaissance, je pense que ce qui est clé, c'est effectivement la collaboration par exemple entre le privé et les pouvoirs publics. Donc je vous ai parlé de la collaboration entre le gouvernement suédois et Google. Créer des référentiels, par exemple, avec les partenaires sociaux. Ça se passe en Allemagne, par exemple, pour l'apprentissage. Et ça va se passer bientôt aux États-Unis, où on encourage les employeurs à établir des référentiels pour les nouveaux sujets d'apprentissage. Et après, l'exemple de PIX, dont vous avez déjà entendu parler, donc je ne reviens pas sur ça. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup pour cette vision internationale et pour situer un petit peu le paysage. J'aurais 3 questions à vous poser. La première, ce qui est étonnant, c'est donc cette alliance entre Google et le gouvernement suédois, donc pour une meilleure accessibilité de la formation. Est-ce que ça signifie que la formation va devenir accessible, universelle et inclusive au niveau mondial ? La deuxième question, c'est de dire, vous avez dit les entreprises ne forment pas aux besoins. Est-ce qu'elles manquent d'exploitation de leurs données et de prédictifs pour anticiper leurs besoins ? Il faut vraiment, c'est une prise de conscience maintenant, il faudrait peut-être y songer pour ne pas mettre beaucoup de monde sur le carreau. Et puis la troisième, il y a peu d'engagement en matière de formation des individus. Mais est-ce que les individus sont suffisamment informés des grands enjeux actuels ? Il n'y a pas de communication, on n'en parle pas. Et ils se reçoivent des licenciements, ils sont déboussolés. Est-ce qu'il n'y aurait pas une grande pédagogie à mettre en place au niveau national, européen, mondial, pour expliquer, voilà, maintenant les faits, ce qui se passe, et voilà. Alors, la première question, c'est juste oui, pourquoi pas. Donc, l'objectif pourrait très bien qu'il y ait d'avoir une formation accessible à tout le monde, globale. Mais bon, on est loin de ça, je pense encore, parce qu'il y a effectivement ces barrières de reconnaissance, parce que le même badge ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Évidemment, quand c'est Google, quand c'est IBM ou Microsoft, ça a un certain significat. Après, il y a énormément de badges disponibles. C'est facile de délivrer un badge. On se dit, je suis un formateur, j'invente mon propre petit macaron pour certifier ma formation, mais qui va certifier la qualité de ce que j'ai de ma formation? Donc, il reste quand même des enjeux importants, mais je suis d'accord que l'objectif pourrait être ça. Deuxième, oui, je pense que surtout donc, les entreprises ont du mal à évaluer leurs besoins de compétences. Et il y a, ça arrive partout, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, il y a des différences entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Il y a pas mal de programmes à l'international pour aider surtout les petites entreprises à prendre conscience, à évaluer, donc à mettre en place des systèmes d'évaluation des besoins, de leurs besoins de compétences. Donc il y a des programmes en Suède encore qui passent par le service public de l'emploi qui aide les petites entreprises. En Corée aussi, où les petites entreprises sont alliées à des grandes entreprises, donc ils font des collaborations. Donc ça, en Corée, c'est un des pays les plus robotisés au monde et ils n'ont pas de chômage. Corée du Sud. Et la troisième question, c'était voilà, le peu d'engagement des... Oui, le peu d'engagement, oui, tout à fait. C'est l'information, c'est très important. Donc, comme je le disais, de plus en plus, on essaye d'informer les gens à travers des plateformes. Mais il n'y a pas... Bon, ça, déjà, ça pose la barrière du numérique. Il faut savoir, déjà, il y a parfois des grosses campagnes d'information pour alerter à la présence de ces pages d'information, mais pour le peu qualifié, le face-à-face est indispensable. Donc là, on commence un gros projet sur l'orientation des adultes et justement, on travaillera avec certains pays sur l'équilibre entre ce qui est donné en ligne et l'orientation qui est faite face-à-face. Une autre chose qui mène à l'esprit à ce sujet, c'est que effectivement, souvent les gens s'en rendent compte quand leur entreprise va fermer et le gouvernement aussi. Et donc c'est très important de prévoir ça à l'avance. C'est en fait les pays qui font très bien dans ces gros changements structurels, c'est les pays qui ont des programmes à l'avance. Donc avant, quand on sait qu'une entreprise va fermer, ça se passe en Australie, aussi en Suède, dans d'autres pays nordiques, il y a un groupe formé souvent dirigé par le service public de l'emploi, les partenaires sociaux qui montent dans l'entreprise et qui aident à la réconversion des travailleurs qui sont à risque. On demande s'il ne faut pas mettre un plan Marshall en route au niveau national sur la transformation. Alors on va donner la parole à M. Pabinet avant de poser des questions dans la salle et après on donnera la parole, ne vous inquiétez pas. Merci, bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous sur ce sujet passionnant et je dirais au-delà de ça, très heureux d'être co-conférencier avec l'OCDE. Je m'inspire beaucoup de vos données, notamment sur les enjeux de l'éducation.
mon intérêt pour ce sujet remonte finalement à mon intérêt pour les politiques publiques et le numérique. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a maintenant très longtemps, il y a 9 ans à l'Institut Montaigne, on avait fait un travail assez intéressant. On avait essayé d'identifier ce qui caractérisait ce qu'on appelle les nations digitales, c'est-à-dire pourquoi certaines zones sont beaucoup plus munies de grandes startups que d'autres. Et puis ce travail, je l'ai refait dans un autre contexte il y a maintenant 4 ou 5 ans, et ça n'a fait que confirmer ce que l'on voyait. C'est-à-dire que la corrélation entre qualité du capital humain et économie numérique est importante. Elle est même extrêmement forte. Si vous prenez la Chine, les États-Unis, Israël, dans une certaine mesure le Royaume-Uni, Stockholm, vous avez toujours des systèmes éducatifs d'excellence supérieure qui sont présents. Et donc c'est partant de ce constat que je me suis dit il faut mieux comprendre les dynamiques de l'éducation et qui sont un sujet qui évidemment est absolument passionnant. Et aussi fait de beaucoup de paradoxes à bien des égards. C'est-à-dire que l'un d'entre eux, par exemple, c'est que le Royaume-Uni, qui est probablement de très loin le grand pays qui a la part le PIB qui provient du numérique la plus élevée, ils sont autour de 14% si on croit les données de l'OCDE. Donc il n'y a aucun autre endroit, malheureusement on n'a pas les datas pour Israël, c'est peut-être le seul endroit qui pourrait être plus élevé. Et donc il y a un paradoxe, c'est qu'il y a vraiment une très forte polarisation à la fois du marché de l'emploi, c'est probablement l'un des pays de l'OCDE les plus polarisés, mais aussi du système éducatif. C'est un système qui est déliquescent à mains égards, mais où se trouvent Cambridge, Oxford et beaucoup d'autres très grands systèmes éducatifs qui sont intéressants. Et je crois que la première interpellation qu'on a eue quand on a commencé à s'intéresser à ça, c'est à se dire, mais finalement, les systèmes éducatifs ne doivent pas répliquer les systèmes économiques, ils doivent être décorrélés pour essayer d'éviter justement ce découplement et cette valorisation du marché du travail. C'est facile à dire, c'est extrêmement difficile à faire, mais c'est, je crois, quelque chose qui est impératif si on veut éviter ce phénomène très inquiétant que l'on voit à peu près partout à l'œuvre, qui est cette très très grande polarisation du marché du travail, que l'on considère largement due par l'émergence de la révolution digitale, mais qui est aussi emmenée par d'autres phénomènes liés à la globalisation des capitaux, etc. etc. Donc ça, c'est je crois, le constat un peu général que l'on a fait. Maintenant, je voudrais parler un peu de la France, parce que finalement, c'est quand même ce sujet qui nous a intéressés. Il y a beaucoup d'évolutions notables, je crois, dans le système français. Donc le jour, malheureusement, je n'ai pas pu y être, mais j'ai des amis qui y étaient. Andras Schleicher, donc le patron de PISA, qui faisait une conférence sur finalement les grandes dynamiques et qui avait l'air de dire que le système français était en mouvement au niveau de l'école primaire et du lycée. Donc c'est une bonne nouvelle. Je ne crois pas que Andras Schleicher soit connu pour être quelqu'un qui soit particulièrement conciliant à l'égard du système éducatif français. Mais donc, semble-t-il, le système est en train de changer et je sors à l'instant d'un déjeuner où on a parlé notamment de l'ICT, des technologies de l'information dans les systèmes éducatifs. Et je ne suis pas connu pour être spécialement bienveillant à l'égard des politiques publiques nationales, mais force est de reconnaître qu'à partir de la rentrée, on ne pourra plus faire passer la seconde sans vraiment avoir des vrais cours de computer science en France, et je crois que c'est une première à cet égard. Donc il y a une vraie mise en mouvement, mais le système, à mon sens, son gros point de dysfonctionnement, c'est l'enseignement supérieur. Donc ce système, je ne pourrais pas, j'ai écrire un papier l'autre jour dans les Échos à ce sujet, est très dysfonctionnant. La dernière grande réforme, qui est la RU, date de 2007, et
On avait pris quelques places dans les grands indicateurs, malgré tout, même si ceux-ci sont contestés, ils ont le mérite d'exister, donc THI ou Shanghai, ou d'autres encore. Mais là, depuis les 5 dernières années, on en perd de façon quasi systématique. La France, malheureusement, est devenue le 5e pays en termes d'attractivité étudiante. Et je crois qu'il est important de rappeler qu'il y a seulement 20 ans, c'était le 3e. Et on a certainement des systèmes d'excellence, que je ne vais pas nommer ici, mais quand on est ingénieur, normal, etc., c'est tout à fait bien, mais on est en train, alors que finalement, cette espèce de polarisation du marché du travail, on l'a beaucoup moins qu'ailleurs, on est en train vraiment de la composer par l'enseignement supérieur, et on n'arrive pas à enrayer ça. C'est-à-dire que les réformes de l'enseignement supérieur sont insuffisantes, et surtout, pour l'instant, en matière de computer engineering, d'éducation aux sciences de l'informatique, c'est absolument pas le service public qui est à l'œuvre. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui proviennent probablement de ce service public et qui contesteraient ça. Si vous voulez, nous on fait des comptages manuels parce qu'on n'arrive pas à ressortir vraiment les données qui nous intéressent des statistiques officielles. Et ce que l'on voit, c'est qu'en France, on forme à peu près 10 000 personnes aux sciences, aux computer science, et la demande de marché est probablement 5 à 6 fois supérieure. 10 000 personnes, c'est même pas ce qu'il nous faudrait en termes de data scientists pour répondre à ça. Donc là, il y a vraiment un sujet d'interpellation forte. Le compte n'y est pas. Et je crois qu'il ne faut pas espérer devenir vraiment une nation digitale ou un pays moderne, ou voir, quels que soient les grands indicateurs que l'on ait à l'esprit, remonter sans faire cette réforme majeure de l'enseignement supérieur qui n'est toujours pas faite. C'est-à-dire qu'on est encore, je le dis assez souvent, en train de reprendre notre souffle de la LRU de 2007, de Pécresse. Et d'ailleurs, les textes, les notions qui sont mises en œuvre dans cette LRU ne sont toujours pas appliquées. Par exemple, l'appropriation des murs par les universités, c'est pas encore le cas. Donc il y a vraiment une nécessité, et je crois que c'est pour moi un peu l'avenir de la nation qui est en jeu ici. L'autre aspect, ça a été abondamment évoqué, c'est la formation professionnelle. Il y a eu évidemment une très très grosse réforme qui est toujours en cours actuellement, qui voit une évolution majeure dans le fait que c'est maintenant les individus qui décident de l'affectation de leur crédit de formation, ce qui n'était pas le cas auparavant, une volonté de simplifier l'accès à la formation. C'est très difficile de dire ce qu'il en est, mais je crois que malgré tout, on peut avoir un certain nombre d'inquiétudes à cet égard, parce que je pense que vous savez ça beaucoup mieux que moi, mais les Britanniques ont initié en 2002 ce type de réforme, ça n'a pas marché. Ça a vraiment dysfonctionné, et donc on est en train de répéter avec 17 ans d'écart une politique publique pour laquelle on a des acquis et qui ne sont pas forcément extrêmement rassurants. Et donc c'est vrai qu'il y a cette chose qui est extrêmement complexe, et que d'un côté on a envie de donner une grande capacité d'initiative aux individus. Les entreprises sont les dernières capables de connaître leurs besoins réels, et surtout dans les phases de transformation. C'est-à-dire que la révolution digitale fait que les entreprises sont encore moins capables que d'habitude de savoir quelles sont les compétences dont elles auront besoin demain. Et donc, la capacité de mettre en œuvre des outils, des analytics qui permettent de mieux comprendre les dynamiques de l'emploi et d'aller vraiment parler de façon quasi individuelle aux PME, aux entreprises, est à mon avis une clé qui est vraiment très importante. Alors, ça peut paraître théorique, mais quand j'observe ce qui se passe dans les pays qui étaient indiqués un peu derrière moi, notamment les pays scandinaves, finalement, il y a peu de mesures coercitives. On ne dit pas, voilà, c'est obligé de se former, de se former. La main est quand même très largement donnée aux entreprises, mais il y a une qualité de la data qui est, je crois, extraordinaire, qui est vraiment meilleure qu'ailleurs.
Et c'est un autre sujet, moi, de préoccupation, c'est que nous sommes restés en France avec des outils d'analyse statistique qui sont, je crois, extrêmement orthodoxes et qui ne captent pas du tout ces dynamiques de la révolution digitale. Et donc, que vous soyez un OPCA ou un OPCO, ou une université, ou une entreprise, vous avez du mal à comprendre ces dynamiques. Et vous vous retrouvez à faire des formations à l'informatique qui sont complètement désuètes. Je parle vraiment de connaissance de cause pour avoir, encore il y a extrêmement peu de temps, discuté avec un président d'université qui était confronté à cet enjeu-là. Et puis, vous avez une capacité de programmation du pays qui est extrêmement faible. Donc, si vous voulez, je finirai en disant, je vais faire d'ailleurs, puisque vous êtes là, je crois que des outils comme l'OCDE, des outils qui font du benchmark, sont extrêmement précieux. Il faut impérativement qu'on observe mieux ce qui se passe d'une façon générale. Les Français ne font pas ça. C'est vraiment une observation qu'on fait à l'Institut Montaigne très souvent. On lance des grandes initiatives en matière de politique publique. Il y a un exemple courant actuellement sur les plastiques à usage unique. Il y a tout un tas de pays qui sont passés par là et on n'observe pas ce qui a été fait ailleurs et on programme des choses qui ont des impacts extrêmement conséquents sans regarder ça. Donc ça c'est première alerte, je crois, utiliser les maisons comme l'OCDE pour faire du benchmark, mettre de la meilleure data dans le système. On n'a pas de data qualitative. Moi je me retrouve pris dans des polémiques sans cesse sur combien a-t-on besoin de data scientists. Les chiffres vont de 1 à 10, suivant la façon dont vous analysez ça. C'est vraiment problématique, je crois. Et puis, je crois que c'est pas une économie de salive bienvenue, mais il faut le dire, il faut impérativement qu'on réforme l'enseignement supérieur. On ne peut pas en rester là. C'est pas possible d'être la 6e puissance économique mondiale, d'avoir un système qui est littéralement en train de s'effondrer. En tout cas, c'est la perception que j'en ai. Et encore une fois, je prends les questions contestataires si on a après. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, y a-t-il des questions contestataires? Monsieur Mac. Bonjour. Je vous rassure tout de suite, non, c'est vraiment pas contestataire. Question toute simple sur Madame Quintini, sur le programme notamment Aula Mentor en Espagne. Est-ce qu'un ressortissant français, habitant à Paris ou en province, peut avoir accès à ce type de formation? Est-ce que est-ce que ça peut circuler entre pays européens? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a un blocage selon la localisation, donc peut-être les IP, parfois c'est bloqué, je ne sais pas. Je vais m'informer, c'est une question intéressante, mais oui, ça pourrait être intéressant en effet de voir quelles sont les contraintes pour un peu plus en général, parce que là on a la même, justement, quand on parlait de formation globale, si l'accès est possible d'un autre pays, comme pour les WIX ou on accède de partout. Mais je n'ai pas la réponse, désolé. Je crois qu'il y a une autre question. Bonjour, Jean van der Spalden, consultant indépendant. Merci pour ces deux présentations qui effectivement permettent à nous Français de se remettre en perspective. Et donc merci à l'OCDE de nous apporter des éclairages comparatifs qui montrent que malgré la loi de 1971 et toutes les évolutions, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, et en particulier, de manière rééquilibrée par rapport à M. Babinet, du côté des adultes peu qualifiés, où effectivement, en France, en formation, on ne prête qu'aux riches, et on continue à ne prêter qu'aux riches, et que la réforme de septembre 2018 a 4 fondamentaux, dont un qui est de mon point de vue, qui est de rééquilibrer enfin les dispositifs pour former les adultes les moins qualifiés. Et donc j'espère que dans 4-5 ans, l'OCDE pourra observer en France qu'on a commencé à rectifier le tir, et peut-être qu'on aurait commencé à rectifier le tir avec des outils européens. Je pense au socle de compétences européennes, qui a été traduit en France par le CLEA,
qui est de mon point de vue, alors je ne sais pas si le CLA est passé en dessous des radars de l'OCDE, mais il me semble que le CLA est une vraie avancée, tant au niveau pédagogique, en termes d'innovation pédagogique, mais aussi en termes d'innovation sociale, pour responsabiliser les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille des entreprises, pour former enfin des adultes compétents, mais peu qualifiés, avec une première certification qui vont les inscrire dans ce que, comme on dit, lifelong learning. J'aurais une question en fait. Ça c'est pas pour... J'aurais aimé Ah. la réponse. C'est pas vraiment une réponse, c'est juste pour dire que, évidemment, bon, moi j'ai apporté des exemples d'autres pays, mais on regarde très souvent les exemples de la France, on connaît très bien le dispositif CLEA, parce qu'en particulier en ce moment on s'occupe beaucoup de certification, il y a des dispositifs, on regarde de près ce que le gouvernement va faire en termes de assurance de qualité des formations, on regarde de très près ce qui se passe avec le CPF, donc évidemment on est à Paris déjà, donc on regarde de près quelles sont les réformes qui se font en France. Monsieur? J'y vais. Une question ici. Je m'applique à essayer à poser une question contestataire. Je vais commencer avec une petite contestation. Personnellement, je pense que je ne suis pas isolée, je pense que la LRU a plutôt plombé le développement des universités qu'elle n'a amorcé leur libération, et que si en plus on devait, je parle de l'intérieur de l'université, si on devait en plus acheter les murs, je ne vois pas ce que ça nous rapporterait, et en tout cas ça finirait de nous achever. Mais la question que... parce que donner une liberté sans la donner vraiment, et en faisant que les universités depuis 10 ans sont plombées par leurs problèmes administratifs et de survie, ça n'aide pas beaucoup à l'innovation pédagogique. Et cependant, l'innovation pédagogique est très forte à l'université, peut-être sur des poches qui ne se voient pas forcément de l'extérieur. Je pense que c'est un peu décorrélé de la question des classements et de la performance de recherche, parce que dans Carole Mergen ce matin disait que les études c'était fait pour apprendre à apprendre, et je pense que l'université ne le fait pas si mal, parce que le taux d'insertion, contrairement à ce qu'on croit, de bonne insertion professionnelle est bon. Et la question que je voudrais poser, c'est comment les entreprises pourraient changer leur position pour soutenir l'effort de formation? Parce qu'elles le font très très peu. Elles le font par des instruments actuellement comme l'apprentissage, qui ne sont pas du tout nuls. Mais au niveau d'une cause nationale ou d'une cause européenne, les entreprises se positionnent toujours plutôt comme des clients mécontents, plutôt que comme des réelles contributions. Et je ne parle pas seulement de la contribution financière. Je parle vraiment d'une vision partagée à construire de l'enjeu des apprentissages à un niveau national et pour le futur. Voilà. Et donc, comment tu pourrais imaginer des modes de relation beaucoup plus souples et innovants entre entreprises et universités? Je réponds quand même sur la première partie, parce que c'est une accusation frontale. Donc, mais le fait est que si on se replace dans le système tel qu'il était avant à la LRU, on était à peu près unique. Il n'y avait pas de pays qui avait des caractéristiques aussi dirigistes de leur système universitaire. Et je ne crois pas que c'était tenable. Donc il fallait faire une réforme. Le problème, c'est que cette réforme était faite à moitié. On a donné l'autonomie sans donner les moyens. Et on sait tous qu'on a un sujet sur les frais d'inscription. Je crois qu'il faudra un jour faire ce qui devient, à mon avis, une norme. Alors je ne sais pas si c'est dans les pays OCDE, en tout cas dans beaucoup de pays que j'ai visités. Maintenant, la notion de frais d'inscription en fonction des revenus devient quelque chose de dominant. Et je crois qu'il faut l'admettre. Et ça ne me semble pas être une atteinte aux principes républicains que de mettre en œuvre ce type de système qui change totalement le financement de l'université. Donc, quand on regarde les systèmes de financement universitaire qui existent dans l'OCDE, on voit qu'il y a un déséquilibre très fort dans le système français, et qu'on est très original encore aujourd'hui à cet égard. Et quand je parle de système qui reste, à mon sens, déliquescent, parce que le taux d'emploi est bon en master, il est mauvais en licence aujourd'hui. Il est très en dessous des moyennes OCDE. Et donc ça reste quelque chose qu'il nous faut, je crois, résoudre. Tout le monde ne peut pas aller jusqu'au master pour différentes raisons. Donc ça, c'est pour le premier point. Tu peux répondre si tu veux. Mais, alors, concernant les entreprises, en fait, moi je trouve qu'il y a un point d'appui qui est très intéressant, c'est la transformation digitale. Toutes les entreprises, du dentiste jusqu'à
aux grandes entreprises nationales doivent affronter ça. Et en termes de reskilling, c'est quelque chose d'absolument majeur. Mais pas seulement de reskilling, aussi de modèle de management, d'organisation productive. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important à faire. Et on arrive à un moment où les entreprises ont à peu près fait tout ce qu'elles pouvaient faire, sauf de faire du reskilling et de changer les modèles de management. Moi, je le vois vraiment bien, particulièrement dans les grandes entreprises et les ETI, mais c'est également vrai dans les TPE, PME. Voilà, et donc on se retrouve à avoir un déphasage productif, on le voit assez bien dans les chiffres, c'est-à-dire qu'on compare en microéconomie, en macroéconomie, segment par segment, et je pense qu'il y a, je ne sais pas qui a employé le terme de plan Marshall, mais en tout cas il y a un plan Marshall de la prise de conscience à faire dans un premier temps, parce qu'il y a un risque économique fort sur le pays. L'OCDE, encore une fois, nous montre que le segment des TPE est vraiment particulièrement dégradé. On le voit sur 2-3 indicateurs, l'âge du capitaine, plus vieux que la moyenne OCDE, les fonds propres, plus bas que la moyenne OCDE. Donc et donc ça, c'est des signes avant-coureurs qui montrent des risques de décrochage qui sont importants. Et pour ma part, je ne suis pas convaincu que le CPA va résoudre de façon miraculeuse ces sujets-là. Donc là-dessus, on a évidemment un certain nombre de points d'appui. On a les chambres, on a les acteurs territoriaux sur lesquels on s'appuie de plus en plus à l'égard de ces sujets. Mais j'en finirai par ça. Ma grande préoccupation, et moi je le dis depuis quand même assez longtemps, c'est que les décideurs sont pas formés. Les décideurs, et tu le sais comme moi, ne comprennent pas ces sujets, et donc en capacité programmatique, c'est très très faible. Voilà. Donc que ce soit les présidents d'université, que ce soit les présidents de région, de départements, les préfets, ils ne comprennent pas ces sujets, donc on a une très très grande difficulté à polariser le pays autour de ces enjeux-là. Merci beaucoup. Alors je suis désolé, on a vraiment plus de temps, il va falloir qu'on enchaîne sur les tables rondes. C'est très très rapide, 2 secondes, parce que là on a vraiment dépassé le temps. Juste, c'est un peu d'information dans l'entreprise, maintenant consultant. Par rapport à ce que vous disiez, Mme Quintini, sur l'adaptation entre l'offre, effectivement, et les besoins, il faut bien, ça peut être abordé depuis ce matin. Mais il faut quand même bien voir que les grandes entreprises aujourd'hui, notamment les directions de la formation, fonctionnent sous un budget contraint et avec des ressources contraintes. C'est-à-dire qu'en clair, on fait des priorités en matière de formation. Alors c'est peut-être pas les bonnes priorités, mais en tout cas, quelque part, on va plutôt privilégier une certaine catégorie de projets, etc. Donc je veux dire, il y a un enjeu là-dessus, et la réforme de 2018 accentue ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise n'a plus accès à des fonds mutualisés, qu'elle pouvait faire du financement, en ce qui concerne les grandes, et bien du coup, quelque part, elles vont diminuer leur budget de formation. Et ça, je pense que monsieur vient de le dire, monsieur Babinet vient de le dire, il y a certains décideurs qui n'ont pas bien compris les enjeux par rapport à ça. La deuxième chose, peut-être pour monsieur Babinet, c'est juste le point sur l'autonomie, notamment du collaborateur. Parce que je crois qu'il y a un grand point, je ne sais pas si vous pourrez peut-être vous prononcer là-dessus, c'est le fait que demain on dise effectivement que le collaborateur va pouvoir se former en utilisant son CPF. Mais la réalité derrière, ça va être quoi en termes d'autonomie? Parce qu'on sait très bien dans les populations qu'on a, et notamment les populations peu qualifiées, notamment dans les PME et les TPE, là où il y a le plus besoin de formation, les collaborateurs ne sont pas autonomes. Et là, du coup, ça va poser la question du succès du CPF. Et ça, pour moi, c'est le point essentiel, je veux dire, du dispositif. Parce qu'on peut me parler de badge numérique, etc., très bien, mais en disant derrière, les gens vont utiliser le CPF, je suis très perplexe par rapport à ça sur cette catégorie de population. Voilà. Merci pour le témoignage, mais on est vraiment obligé de clôturer cette table ronde. Et très bonne transition avec la prochaine table ronde qui parlera donc du CPF. Donc, petite anecdote, on a clôturé la table ronde précédente avec il faut former les managers. Là, pareil, il faut former les dirigeants. Pour nous, peut-être de ensuite former grâce au CPF et de regarder comment on fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.